Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui au niveau de l'université. D'abord, quand vous regardez, l'université a été conçue pour maximum 15 000 étudiants, 15 à 20 000 étudiants. Aujourd'hui, vous allez trouver plus de 50 000 étudiants au niveau de l'université de Paris. La construction des classes, des salles de cours, des amphithéâtres n'ont pas suivi. La formation des enseignants chez les enseignants-chercheurs n'a pas suivi. Et donc l'université aujourd'hui végète. Et qu'est-ce que les MPP, une fois que notre candidat sera au pouvoir, nous allons essayer, nous allons résoudre l'ensemble de ces problèmes. Comment? En construisant des salles de classe, des salles de cours, en construisant des amphithéâtres, en permettant aux étudiants d'accéder. Vous comptez construire, par exemple, combien d'amphithéâtres au cours de l'année académique prochaine? L'urgence aujourd'hui, la question de l'université fait qu'il fait partie du programme prioritaire du pays. C'est une urgence. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que, effectivement, c'est le temple du savoir à l'université aujourd'hui. Si ces problèmes ne sont pas résolus très rapidement, non seulement nous allons griller, les étudiants seront grillés, Monsieur Oudéoué, vous avez un chiffre. Ne vous attachez pas aux chiffres, attachez-vous aux engagements qui sont pris. Les engagements qui sont pris comptent plus que les chiffres. Parce que pour les chiffres, il s'agit de mobiliser. Et je vous ai dit, tout ce que je vous dis ici est chiffré. Vous pouvez faire la preuve en cherchant ces chiffres-là auprès de votre candidat. Nous restons sur le domaine de l'éducation et nous allons porter la parole au représentant du candidat Adama Kanandoué. Vous êtes Ablassé Segda, vous êtes le secrétaire général de l'Alliance des jeunes de votre candidat. D'abord, l'éducation, il faut se dire qu'il y a trois paliers. Il y a l'éducation de base, il y a l'enseignement secondaire et il y a l'enseignement supérieur. C'est ce qui est prévu dans la loi d'orientation de l'éducation de 2017. Maintenant, quand on parle d'éducation, on entend plutôt l'enseignement de base. Ou bien vous parlez de quel... Oui, nous parlons de l'éducation de façon générale. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme de société au niveau de l'éducation de base, l'enseignement secondaire supérieur? Qu'est-ce que vous avez prévu? En réalité, nous sommes attaqués du gouvernement, comme je le dis, aux principales lacunes de notre système éducatif qui peuvent se résumer en inefficacité aussi bien interne qu'externe. Quand on parle de l'efficacité interne, c'est la qualité de l'enseignement. Et l'efficacité externe, c'est l'adaptation du système à l'environnement de la société, c'est-à-dire au marché de l'emploi. Est-ce que les gens conformes arrivent à s'insérer dans le tissu social et dans l'environnement économique? Qu'est-ce que vous pensez de cette question, il s'agit de professionnaliser d'abord l'enseignement, c'est-à-dire commencer à mettre la production à l'école, à apprendre à produire à l'école, donc professionnaliser l'enseignement parce que de plus en plus on constate que notre enseignement est théorique et au bout du compte, les gens qui sortent du système ne savent pas quoi faire de leur devoir, ce qui est un handicap fondamental. Après, ils doivent aller dans les centres de formation pour continuer à apprendre un métier, alors qu'ils ont mis des années à suivre un cursus scolaire. C'est exact, oui. Vous avez parlé du système. Qu'est-ce que vous pensez du LMD aujourd'hui qui fait débat au niveau de l'université? Le LMD, à lui, ce n'est pas le LMD qui pose problème, c'est la façon dont il a été désigné qui pose problème. Vous savez que nous sommes dans un environnement régional dans lequel il est adopté. Depuis près de 6 ou 7 ans, maintenant il est à même dans plusieurs pays. Maintenant, il y a des conditions qu'il faut réunir avant de rentrer dans le système de LMD. Et nous sommes rentrés dedans sans avoir réuni les conditions, ce qui pose le problème. Alors, qu'est-ce que le candidat Adama Kanandoué dira, par exemple, aux étudiants en décembre 2015, lorsqu'il y a eu... Déjà, avant décembre, déjà, nous dit aux étudiants que nous avons un programme, un étudiant, un ordinateur.
Et il faut réaliser le haut débit. Il faut que ce soit effectif dans tous les lieux de regroupement d'étudiants. Là où il y a des étudiants, que ce soit en cité ou dans les amphis, il faut qu'il y ait le haut débit. Et cela justement passe par le développement des types comme condition préalable à la relance de l'économie, comme j'ai abordé, que j'ai abordé tantôt. Donc c'est une question qui a des solutions. Maintenant, les étudiants en ordinateur résout le problème des retards que nous faisons actuellement à l'université. Non, ça c'est une question d'organisation et d'ampli, de disponibilité des amplis, des infrastructures. Ça c'est un problème d'infrastructure. Et vous comptez en construire combien d'amplis? Bon, en matière de nombre, ce n'est pas prévu, mais il faut adapter ça à l'effectif des étudiants. Il faut que ce soit adapté. Vous savez que de la création de l'université en 1974 à nos jours, le nombre a augmenté nous sommes à 160 fois le nombre d'effectifs de 1974. Donc actuellement nous sommes à plus de 60 000 étudiants pour l'année académique 2015. Et donc c'est pas énorme, mais compte tenu de ce qu'il y a comme infrastructure, c'est insupportable. Youssef Ouidao de la radio Jeunesse, Idrissa Barry du journal Mutation, et moi-même je suis Jonas Passana de la radio Plus. Vous écoutez Façon Média FM, nous passons au chapitre de l'agriculture. Voilà, merci beaucoup de notre Barbier pour avoir donné la parole. Je crois que la première question sera donc adressée à M. Suleiman Oudiabo, représentant donc du LCP. Alors, la première question, on sait que 80 à 85% des Burkinabés travaillent dans le secteur primaire, constitué bien sûr de l'agriculture et de l'élevage. Alors, la même question qu'on veut poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'agriculture représente dans votre programme de société. C'est d'abord la première question. L'agriculture occupe aujourd'hui 86% de la population. Et l'agriculture est un des secteurs essentiels. Quand je parle d'agriculture, entendez par l'agriculture avec grand A, qui regroupe à la fois l'agriculture, production végétale, l'élevage et la forêt. Et étant donné l'importance de l'agriculture, aujourd'hui, le Burkina n'a que l'agriculture. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait donner à l'agriculture toute sa noblesse. Parce que l'agriculture a perdu sa noblesse aujourd'hui. Quand vous regardez, vous sondez les jeunes, sur 5 jeunes, il y a 2 mois qui diront qu'ils ne pouvaient aller à l'agriculture. Comment inverser la tendance? Alors, justement, nous allons aller. Et c'est l'agriculture qui nourrit l'ensemble de la population qui leur procure des revenus. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder et de voir que d'abord, l'agriculture est soumise aux aléas climatiques. Et c'est pourquoi justement il faut en faire la mobilisation de l'eau, un secteur prioritaire. Vous voyez, chaque année, il reste, il manque 2 ou 3 pluies pour que le paysan soit content et que toute la population du Québec soit contente. Et avant le pluie, une ou 2 pluies, tout cela. Oui, mais c'est la maîtrise de l'eau. Ensuite, on fait des choses concrètes. Vous avez dit, est-ce que vous allez mécaniser l'agriculture? Vous allez il y a la maîtrise de l'eau. Ensuite, il faut rendre accessible, disponible les facteurs de production. Et les facteurs de production, ce sont les semences animales, ce sont les engrais. Le problème des engrais aujourd'hui, c'est pour notre candidat, il faut pouvoir mettre une unité de production de l'engrais au niveau du Burkina pour pouvoir réduire les facteurs. Ensuite, il faut mécaniser l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, c'est découvert, au 21e siècle, c'est pas avec la tabac. On va cultiver pour nourrir toute la population. Donc, il faut mécaniser ou motoriser l'agriculture. Et à ce niveau, il est prévu également que nous puissions construire. Comme les acteurs, nous allons construire une unité de montage des tracteurs et des motoculteurs au niveau de pour rendre ce matériel accessible aux producteurs.
Merci beaucoup, M. Suleiman, on va passer la parole à M. Abdel Tachini. Alors, vous avez dit dans votre programme de société qu'au niveau de l'agriculture, vous allez proposer des innovations pour accroître la production agricole. Est-ce qu'on peut revenir sur la question et comment vous allez travailler pour accroître la production agricole au niveau de votre partie AG? Ok, merci beaucoup. Alors, la question de la modernisation de l'agriculture, c'est regrettable que depuis pratiquement une trentaine d'années, ce soit une chanson, on parle de mécaniser l'agriculture, mais on ne va pas en réalité en termes de mécanisation. Et concrètement, au niveau de l'AG, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, ce qu'on compte faire, une fois que nous serons aux affaires, c'est de mettre en place des unités techniques d'agriculture chargées de la gestion des équipements agricoles modernes, tracteurs, motoculteurs, motopompes. C'est-à-dire, dans chaque région, dans chaque province, il faut qu'il y ait une unité technique d'agriculture, des techniciens d'agriculture et du matériel et pour toute la région. Ensuite, il faut doter chacune des 13 régions d'un centre de formation et de production agro-pastorale. Parce que actuellement, les gens se jettent dans l'agriculture sans formation. On se dit qu'on n'a pas besoin de formation. Imaginez pour un pays agricole comme le Burkina Faso, et il y a combien d'écoles d'agriculture? Les gens cultivent, on se dit, bon, on n'a pas besoin d'apprendre. On cultive comme les grands-parents. Or, l'agriculture, si on veut en faire un secteur vraiment économique, il faut le faire avec du savoir. Oui, vous comptez construire le Burkina Faso avec la jeunesse. Oui. Comment inverser la tendance? Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes ne veulent pas s'adonner à l'agriculture. En fait, si les jeunes ne s'adonnent pas à l'agriculture, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas la terre, mais c'est parce que, comme on dit souvent que la terre n'est pas ingrate, mais ici, c'est un métier qui ne rapporte pas grand-chose par rapport aux autres métiers faciles. En quelques mois, on peut s'équiper, mais quand on doit travailler 3 mois pour vivre 12 mois, il faut vraiment que ce soit une activité de très haute rentabilité. Actuellement, les conditions de l'agriculture ne permettent pas que ce soit un secteur rentable. Donc, il faut en faire vraiment une activité rentable. C'est d'accord, alors que les jeunes ne veulent pas s'adonner à la terre, mais c'est parce qu'il n'y a rien à tirer de la terre. D'accord, monsieur, Dans les conditions actuelles du marché. on va rester avec vous. Oui. Et on ne peut pas parler d'agriculture sans parler du coton. On sait que le coton occupe environ 3 millions de paysans, mais ils sont de plus en plus pauvres, ce qui signifie, ce qu'ils gagnent, il suffit juste pour payer les intrants agricoles. Comment faire en sorte que la filière coton profite aux cotoculteurs de notre pays? Ouais, mais si, il s'agit d'optimiser la filière coton. Actuellement, le Burkina Faso, le coton est la première culture d'exportation du Burkina Faso. Mais il faut se dire que le problème se pose au niveau de la transformation. On ne transforme pas le coton qui est produit. Il est exploité à l'état brut. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, si bien que pour optimiser la filière coton, il faut la transformer sur place. Donc, il faut réveiller. On a mis une société cotonnière ici qui est morte et personne ne pense à la réveiller. Nous allons réveiller la société. Vous parlez de l'usine? On parle de l'usine de village. Voilà, Vous parlez de Faso. Voilà, la même question sur le coton sera posée donc à M. Suleiman Ouattara du FPP. qui va d'ailleurs le contraire. Voilà, le contraire. Il doit rester reçu. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que le coton que nous produisons ici a une chiffre. Alors que sur le marché international, c'est la fibre longue qui est cherchée. À ce moment, je crois que les collègues vont regarder de façon à revoir la longueur de la fibre et proposer aux producteurs un nouveau coton qui doit une longueur de fibre encore plus élevée que celui-là. Voilà. Alors, M. Suleiman, au niveau du MPP, en fait, 60% de notre coton est OGM. Et sur la question, qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup estiment que c'est un de vos membres étudiants du parti, en l'occurrence, le dialogue qui a introduit le coton pété. Effectivement, ce coton qui produit des fibres très longues. Oui. Allez-y. Avec le coton pété, une technologie qui est scientifiquement justifiée. Et ce coton pété-là n'est pas un coton qui est venu d'ailleurs. C'est un coton du Burkina, sur lequel on a transféré un chef
le gène, la résistance aux parasites. Nous sommes propriétaires de ce profond-là. Monsanto, la firme américaine est propriétaire de son gène. Donc nous partageons la propriété de ce profond-là ensemble. Le bouquin n'est pas entièrement propriétaire de ce profond. Monsanto n'est pas non plus entièrement propriétaire de ce profond. Et je crois qu'il faudrait regarder sur la technologie qui est apportée. Aujourd'hui, quand vous prenez les traitements, les producteurs faisaient 8 traitements avec des insecticides qui sont souvent des insecticides peu recommandés, non recommandés. Ces insecticides, vous les retrouvez dans nos barrages, vous les retrouvez dans notre eau naturelle, vous les retrouvez dans les eaux que boivent les producteurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit retirer avec M. Oudraogo? La richesse doit se poursuivre sur le coton bété. Le coton bété restera avec le MDP au pouvoir ou bien on va mettre aussi en coton? Le coton bété va continuer. D'accord. Va continuer. Merci beaucoup. Une dernière question à Ablas et oui, je suis sur la question, qu'est-ce que je dis, Ablas Nassegda, sur la question donc du coton bété. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut continuer avec le coton bété ou bien il faut mettre fin? Nous, déjà, dans le cadre de la prévention de l'environnement et de la promotion de l'agriculture biologique, nous nous méfions de tout ce qui est OGM. Donc, notre règle de conduite, c'est la méfiance à l'égard de l'OGM. Donc, pas de coton bété une fois que AGI est élu. Ce n'est pas encore envisagé, en tout cas, à notre niveau. D'accord. Merci à tous de rester dans le programme de Faso Média. Nous allons marquer une pause et revenir juste après.